Nous allons demander maintenant à Jean Chazal, qui est neurochirurgien et doyen de la faculté de Clermont-Ferrand, de nous faire le point sur les innovations, je dirais, dans le traitement des lésions traumatiques médulaires. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, chers collègues, le sujet est donc l'orientation thérapeutique moderne dans le traitement des lésions médulaires récentes. C'est un problème compliqué parce que l'enjeu, c'est de faire remarcher un paraplégique. Alors, est-ce que c'est un enjeu ou un rêve? Je pense qu'on en discutera. Au passage, Laurent Sacca est un enseignant-chercheur praticien qui est anatomiste et neurochirurgien à mes côtés, ce qui est aussi ma spécialité à Clermont-Ferrand. Alors, le contexte. La colonne vertébrale protectrice devient agressive vis-à-vis de la moelle, entraîne une lésion qui va de la commotion, c'est le cas le plus simple, et je ne pense pas que ce soit le sujet en réalité, parce qu'après une commotion cérébrale, on peut récupérer, à la section médulaire, qui est le drame, en passant par la contusion. Et la contusion, vous savez, c'est cette lésion hémorragique avec de l'œdème, dont on ne sait pas quelle sera l'évolution. Alors la chirurgie, puisqu'on est à l'Académie de chirurgie, eh bien la chirurgie décompressive avec stabilisation de la colonne vertébrale, ce n'est pas une orientation thérapeutique moderne, c'est un haut niveau de certitude. Des études coopératives en France sur près de 400 cas, et aux États-Unis, alors en France en 2006, aux États-Unis en 2012, ont montré qu'une intervention dans les 24 premières heures, au départ en France c'était les 8 premières heures, mais pour des raisons d'organisation on a élargi à 24 heures, on avait une évolution fonctionnelle significativement plus favorable, évaluée sur le score ASIA, qui est un score moteur, un score sensitif, de 2 points quand on était opéré dans les 24 premières heures, mais encore une fois, c'est un fait bien établi de haut niveau de certitude. Alors, quelques mots d'épidémiologie quand même, ça permet de resituer le contexte. En France, il y a 50 000 paraplégiques et tétraplégiques, 1200 nouveaux cas par an, c'est-à-dire 270 en Île-de-France chaque année. Dans le monde, il y a 5,5 millions de cas, 300 000 nouveaux cas par an. 21% de ces patients seulement reprennent une activité professionnelle et il y a une large prédominance des hommes, 3,5 hommes pour une femme, avec une moyenne d'âge très jeune, comprise entre 25 et 35 ans. Les enjeux socio-économiques, il faut en parler. J'attire votre attention sur les 2 lignes de grisé. Tétraplégie basse, 750 000 $ la première année du traitement, et dans l'espoir de vie, c'est 3,3 millions de dollars à 25 ans, 2 millions de dollars à 50 ans, et pour une paraplégie, 510 000 $ la première année du traitement, et l'estimation du coût pendant la durée de survie, c'est 2,2 millions de dollars pour 25 ans et 1,5 million de dollars de 50 ans. Ça paraît dur de dire ça, mais aujourd'hui, on nous assomme avec les économies de santé, avec tout ce que ça coûte, et je crois qu'il faut le prendre en considération. 2 images. Cette première, c'est une contusion cérébrale. C'est une contusion médulaire, pardon. Vous voyez qu'il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de lésion rachidienne, c'est simplement un mouvement d'accélération-décélération, hyperflexion, hyperextension, chez un patient qui souffrait d'un canal cervical étroit. Là, on a un espoir de récupération parce qu'il n'y a pas d'interruption de la continuité de la moelle. Sur cette diapositive, c'est le drame. C'est un jeune rugbyman de 20 ans, en démonstration, à Vannes, un samedi après-midi, une mêlée écroulée, le paquet d'avant lui tombe dessus et il se relève, il ne se relève pas, il est tétraplégique avec cette terrible fracture luxation du rachis cervical bas. Il n'y a pas de section médulaire anatomique, mais il y a une section physiologique et il a été opéré. Il y a eu, bien sûr, une intervention stabilisatrice et décompressive dans les premières heures, mais il reste tétraplégique. Alors, que peut-on faire pour ce type de lésion? L'anatomie. La moelle, c'est un cordon de 1,5 cm de moyenne, de diamètre en moyenne, avec la chaîne neuronale sensitive, motrice et associative qu'on oublie souvent. Et puis le tissu de soutien, la glie. Alors au départ, on disait, quand on enseignait l'anatomie, au début j'enseignais l'anatomie, on dit c'est la glu, c'est le tissu de soutien, on ne sait pas à quoi ça sert. En fait, ça joue un rôle majeur. Les astrocytes sont nourriciers, c'est les gardes du corps, des neurones. Les oligodendrocytes sécrètent la gaine de myéline et protègent les axones. Et la microlie, c'est le système de défense, au sens
immunitaire du terme, mais aussi au sens infectieux et au sens inflammatoire. Et puis le système vasculaire qui apporte l'énergie nécessaire au fonctionnement de tout ce système cellulaire. Et au bout du compte, on a des mécanismes électriques et chimiques d'une extrême complexité, jusqu'à l'échelle cellulaire et moléculaire. Et c'est ça le résultat des progrès, c'est ça qu'on a appris ces 30 ou 40 dernières années. Et je vous donne ici l'exemple d'une imagerie qui m'a sidéré, moi la première fois où je l'ai vue. D'abord, 100 milliards de neurones dans notre système nerveux central. Là, vous avez une photo en 3D qui est centrée sur 5 neurones seulement. Et puis sur la partie droite du schéma, tous les types cellulaires qui sont en communication de façon extrêmement complexe. Il y a les astrocytes, les oligodendrocytes qui fabriquent la gaine de myéline. Il y a les cellules sensitives, il y a les cellules motrices, il y a les interneurones ou les cellules associatives. Et c'est tout ce système d'une extrême complexité qui va être lésé. Comment le réparer ? Alors, ce schéma que j'aime bien, c'est le petit schéma ridicule des anatomistes. Vous voyez une lésion à l'étage encéphalique, dans la région frontale, il y a une compression du lobe frontal, mais derrière, il y a toute une masse cérébrale avec possibilité d'une récupération parce qu'il y a une plasticité. Mais au niveau médulaire, c'est la partie basse du schéma, avec un zoom sur la lésion médulaire, eh bien, il n'a pas de place pour la plasticité. Ce cordon de 1,5 cm est lésé, il n'y a rien autour qui peut prendre le relais. C'est ça notre gros problème. Alors il y a deux types de lésions. Il y a lésions primaires et lésions secondaires. Alors je ne vais pas vous affliger la lecture de toutes ces diapositives parce qu'il faut aller vite. Disons que les lésions primaires, elles surviennent dans les 2 premières heures post-traumatiques. Ça va très vite. Et comment les connaît-on ? Par des modèles expérimentaux animaux. Mais il y a une diversité incroyable de ces modèles expérimentaux. C'est-à-dire qu'on fait appel à la section, on fait appel à l'aspiration, à la contusion par impact, ou par compression statique, par un clip ou par un ballonnet dynamique. Ce qui fait qu'au bout du compte, il y a une multiplicité des mécanismes physiopathologiques mis en jeu, c'est ce qu'on constate, et qu'au bout du compte, la vision synthétique est extrêmement difficile. Ceci dit, on sait qu'il y a des lésions anatomopathologiques dans ces lésions primaires, mécaniques, simplement mécaniques. Il y a une déchirure, des sections, des écrasements tissulaires. Il y a des étirements par les mécanismes d'accélération et de décélération. Et puis très vite de l'œdème, des hémorragies, des lésions microvasculaires et une démyélinisation axonale. La gaine de myéline est elle-même déchirée. Alors la grande question est de savoir si très vite, dans les 2 premières heures, il y a déjà des ruptures membranaires chimiques par une activation des cellules microgliales, j'y reviendrai, par la surexpression de substances toxiques inflammatoires comme les cytokines, avec dès le départ une mort neuronale, gliale, et des lésions axonales chimiques. Ça, c'est un problème qui n'est pas résolu, mais la question est posée. Et puis il y a les lésions secondaires. Alors on les découpe, on les situe de la 2e à la 48e heure. C'est une cascade d'événements qui génèrent des lésions secondaires que je vais reprendre une par une. Des lésions histologiques, dysrégulation de la microcirculation, ischémie, c'est bien connu, œdème cytotoxique, qui atteint tous les types de cellules, le neurone mais aussi le tissu de soutien, et finalement il y a un blocage des potentiels d'action, il n'y a plus de passage d'influx, et donc le déficit fonctionnel. Il y a des troubles du métabolisme glucidique, c'est simplement une hypooxygénation avec un appauvrissement d'ATP. Vous savez que l'ATP, c'est la source d'énergie des réactions chimiques dont on a besoin pour fonctionner. Il y a un dysfonctionnement de la pompe NAK-ATPase, c'est-à-dire que les mouvements ioniques sont très perturbés, donc déséquilibre ionique, et finalement une altération de la perméabilité membranaire. Il y a l'excitotoxicité, ça c'est terrible, c'est une élévation de la teneur extracellulaire en glutamate, c'est un peptide qui stimule les neurones. Sa base de fonctionnement, c'est la stimulation des neurones. Et quand il y a un taux exagéré de glutamate, secondaire au traumatisme, il y a une hyperstimulation des neurones, mais aussi une hyperstimulation des astrocytes, des oligodendrocytes et même de la microglie, avec pour conséquence toutes sortes de cascades chimiques qui sont délétères et qui vont finir par détruire tout ce système cellulaire. Et là, sur le plan thérapeutique, eh bien, il faut imaginer des antagonistes du glutamate. Production de radicaux libres, vous savez ce que c'est que les radicaux libres, hein, ce sont des oxydants, c'est de la rouille qui se dépose finalement, hein, c'est la rouille qu'on voit sur les serrures en fer qui n'ont pas été repeintes, eh bien les oxydants déposent des substances toxiques équivalentes à la rouille sur notre système nerveux, sur les membranes cellulaires, à l'intérieur de la cellule, sur les mitochondries, et la suite, c'est la liste cellulaire des neurones et des axones. Alors il faut imaginer, là, après
les inhibiteurs du glutamate, il faut imaginer des antioxydants. Ensuite, il y a une rupture de la barrière hémato-encéphalique. Les cytokines inflammatoires, sécrétées par cette microglie activée, ce système qui est normalement protecteur, devient finalement agressif. Des cellules immunes sont recrutées sur le site lésionnel et il va y avoir une sorte de flux du secteur vasculaire vers le secteur interstitiel, vers les cellules de soutien, vers les neurones. Il va y avoir un œdème vasogénique qui est toxique. Il va y avoir recrutement de nouvelles cellules, des polynucléaires neutrophiles, des monocytes, des lymphocytes. Et ces cellules nouvelles, qui sont des cellules inopportunes dans notre tissu cérébral, vont aussi sécréter des cytokines inflammatoires et on va rentrer dans une espèce de cercle vicieux avec une destruction cellulaire. Donc il faut imaginer des agents inhibant l'activation gliale et la production de cytokines inflammatoires. Vous voyez, ça fait beaucoup, et puis ça fait beaucoup dans le timing de la survenue des lésions. Alors, l'ensemble de ces mécanismes décrits, je ne les ai pas tous décrits parce que c'est encore plus compliqué, c'est une réaction inflammatoire et immune, et j'allais dire presque auto-immune. Le médulolésé va détruire lui-même, par ces substances toxiques, sa moelle épinière. Il va y avoir la lésion secondaire qui va participer au processus cicatriciel, qui est préalable à la régénération tissulaire, mais le problème c'est que c'est désordonné. S'il n'y a pas de contrôle, c'est une régénération tissulaire qui va être désordonnée, et on imagine les difficultés ensuite qu'on aura à, par exemple, implanter des cellules régénératrices qui seront dans une cicatrice qui va les empêcher de régénérer. Le résultat de tout ça, c'est la mort cellulaire, soit par nécrose, j'allais dire presque naturellement, on n'a pas besoin d'énergie pour ça, c'est la lésion directe, soit par apoptose, et c'est ça la complexité de notre système nerveux, c'est-à-dire que cette apoptose, elle nécessite de l'énergie, de l'ATP, et dans certaines circonstances, il y en a trop, il y a une activation de voies métaboliques qui sont spécifiques, qui vont détruire, l'apoptose c'est le suicide cellulaire, qui vont détruire les oligodendrocytes et les neurones. Et la mort cellulaire, par nécrose, intéresse aussi les neurones, mais aussi les astrocytes, c'est-à-dire, encore une fois, toutes les lignées cellulaires sont concernées. La démyélinisation, c'est la destruction des gaines. Il y a une anomalie de la remyélinisation qui devrait se faire naturellement. Il y a une destruction des oligodendrocytes qui, eux, sont là pour produire la myéline. Et finalement, on a vu chez le rat, dans ces expérimentations, des axones démyélinisés qui traversent la cavité lésionnelle, qui ont été étirés, mais qui sont encore là, qui ne sont pas rompus. Et c'est là la cible essentielle des traitements régénératifs myélinisants. Alors il y a une cinétique, il y a une chronologie des lésions, il y a une phase aiguë dans les 2 premières semaines, il y a une phase subaiguë de la 3e semaine à 1 an, et il se passe encore des lésions auto-entretenues jusqu'à 1 an, et puis il y a une phase chronique qui va jusqu'à 8 ans. Sans rentrer dans le détail, il faut savoir que jusqu'à 8 ans, il y a des processus dégénératifs, tardifs, par hyperactivation de la microglie, avec des cellules microgliées qui sont amyboïdes, avec des pseudopodes, par des lésions axonales, avec des cônes de rétraction au lieu d'avoir des cônes de reconstruction. Et finalement, on a une atrophie évolutive. On sait très bien que certains paraplégiques ou tétraplégiques incomplets s'aggravent secondairement selon un mécanisme qu'on comprend assez mal. Alors, vous voyez qu'au bout du compte, il y a une extrême disparité des moyens thérapeutiques potentiels, et il faut trouver pour chacun d'eux une fenêtre d'action spécifique. Dans la phase aiguë, subaiguë, secondaire, au moment des lésions primaires, au moment des lésions secondaires, c'est très compliqué. Alors, il y a trois types d'approches. Les approches pharmacologiques ou moléculaires, pour la neuroprotection et la neurorégénération. Il y a les approches cellulaires, restitution des neurones, des oligodendrocytes, de la myéline, on en parle beaucoup dans les médias, remplacement direct des cellules perdues par des cellules souches, des oligodendrocytes précurseurs, les cellules olfactives gainantes, on en discutera si vous voulez, et puis aussi parallèlement, il faut rendre ce milieu cellulaire favorable à la reconstruction des réseaux neuronaux. Et puis les nouvelles technologies, alors ça, est-ce que c'est dans le sujet, est-ce que c'est hors sujet? Les neuroprothèses, les interfaces système nerveux central, c'est-à-dire moi, les cerveaux et machines, et puis l'exosquelette, on l'a vu à la dernière Coupe du Monde de football, ce paraplégique avec un exosquelette qui a donné le coup d'envoi du premier match de cette Coupe du Monde. Les limites de ces systèmes, c'est que ça ne restaure que la fonction motrice. On sait bien que le système nerveux central, pour fonctionner correctement, doit avoir d'abord des informations sensitives. Alors, Gérard Saillant m'avait parlé des ponts, des pontages,
c'est obsolète, ça marche plus, ça ne fait que des réparations segmentaires. Quand on fait une greffe d'un nerf périphérique, quand une corde ventrale de la moelle sur une racine lombaire, c'est une réparation seulement segmentaire. C'est la même chose pour les nerfs intercostaux, on en discutera si vous voulez. Je vais vous donner 2 exemples de travaux pour terminer. Une approche moléculaire et les technologies, les nanotechnologies. Alors l'approche moléculaire, c'est à Clermont-Ferrand, c'est une collaboration privée-publique entre un laboratoire institutionnel, c'est-à-dire de l'université, et une entreprise de biotechnologie. On a réussi à faire la synthèse d'un peptide morphogène qui existe chez l'embryon humain, qui est impliqué dans la mise en place des fibres commissurales. Eh bien, quand on implante cette molécule de synthèse in vitro chez un rat dont on a traumatisé la moelle, on voit qu'il y a une stimulation de la synaptogénèse, de la croissance neuronale, de la fasciculation, de l'organisation des faisceaux. Donc, il y a donc une restitution de la substance blanche en favorisant la repousse neuronale selon une organisation fasciculaire. Le problème, c'est que cette molécule de synthèse, elle entraîne une cascade de réactions chimiques qui sont différentes selon qu'on s'adresse à la synaptogénèse, la croissance ou la fasciculation. Donc, là encore, c'est d'une extrême complexité. Et puis les technologies et nanotechnologies, c'est une coopération d'un laboratoire institutionnel, là encore, et d'une entreprise de nanotechnologie, s'appelle NanoWall Corporation. C'est un pontage de la lésion par un implant capable de récupérer l'influx descendant du cerveau, c'est-à-dire le mécanisme électrique et chimique qui constitue cet influx, avant la lésion, et de le transmettre au niveau neuronal sous-jacent à la lésion. Alors ça fait appel à des matériaux auxquels je ne comprends rien, à des molécules d'une extrême complexité, mais ça marche en tout cas en expérimentation animale. Voilà, alors il y a bien sûr les interfaces cerveau-machine, ça c'est une des premières images qui est parue il y a quelques années dans une revue scientifique, ça a été modernisé, et puis il y a cette fameuse photo qui a fait un peu le tour du monde de ce paraplégique avec un exosquelette qui shoot dans le ballon au cours du premier match de la Coupe du Monde. Et puis il y a encore autre chose, ça vient de paraître parce que tous les jours il y a de nouvelles idées, hein, c'est la pensée qui transmet des ordres moteurs à une puce qui va stimuler la moelle, directement la moelle, en dessous de la lésion, soit en transcutané, soit en percutané, soit au contact de la moelle, soit directement les racines ou les plexus et les muscles eux-mêmes. Mais pour le moment, je serais tenté de dire que c'est presque de la science-fiction. J'étais un tout petit peu long, excusez-moi, merci de votre attention. Merci beaucoup, et c'est Gérard Saillant qui connaît bien le problème de la lésion médulaire qui va commenter cette brillante intervention. Je voudrais te remercier de cette présentation, et c'est vrai que tu as longuement montré les lésions, comment elles survenaient, et peu les innovations. Mais je crois que c'est absolument essentiel parce qu'il faut avoir un diagnostic avant d'avoir un traitement et non pas prendre le problème à l'envers. Et on voit qu'il y a différents processus selon que la lésion soit initiale et reste initiale ou bien secondaire. Et c'est en fonction du moment où on arrive pour faire ce traitement que l'on a différentes solutions thérapeutiques. Je crois que depuis... que je fais de la chirurgie du rachis après M. Rakami, on a réglé en 30 ans le problème du contenant. Alors, on n'a pas réglé, mais enfin on a réglé à 95% le problème du contenant, c'est-à-dire les vertèbres, les disques, etc. Honnêtement, le problème du contenu, depuis que je fais de la chirurgie, je n'ai pas vu beaucoup de progrès. Et les progrès qui ont été faits dans les paraplégies ou les tétraplégies, c'est des progrès de prévention, c'est-à-dire la régulation de l'accident du travail, c'est-à-dire les règles du sport. Le rugby, la rentrée en mêlée est différente, il n'y a plus de tétraplégie ou il n'y en a presque plus. C'est les accidents de la circulation où le nombre de morts est divisé par 5, mais le nombre de paraplégies est également grandement diminué. Mais dans le domaine du traitement, on n'a fait aucun traitement. Quand je fais les topos aux États-Unis, je passe pourtant à être provocateur en disant que le seul progrès qu'ils aient fait, et c'est vrai, c'est un spot de 5 secondes qui passe dans certains États aux États-Unis qui dit « First die, foot first ». Car vous savez le nombre de tétraplégiques qu'il peut y avoir dans les plongeons, dans le petit bain. Ça a fait diminuer dans les États, ça a été fait, les tétraplégies de plus de 70%. C'est les seuls progrès qu'on ait véritablement fait. Donc je crois qu'il faut se poser une des questions. Pourquoi ?
Est-ce qu'on est mauvais? Non, mais parce que la recherche en neurosciences est autrement plus difficile que dans les domaines mécaniques, que parce que ça nécessite effectivement tout un tas de nouvelles technologies, les nanotechnologies, la bioinformatique, l'intelligence artificielle, et tu l'as évoqué. Et puis je crois, moi, personnellement, et je culpabilise, c'est qu'on est trop resté focalisé sur les lésions médulaires. Le neurone, c'est le même dans le cerveau, dans la moelle épinière, même si la conformation est différente. Et si on a, par exemple, les lésions traumatiques, cause traumatique, la sclérose en plaques, cause inflammatoire, la leucodystrophie, cause génétique, c'est les mêmes problèmes. C'est les problèmes de la substance blanche et les problèmes de la réparation. Et le fait de mettre en commun ces différentes problématiques feront beaucoup progresser les choses. Et c'est dans cet esprit-là qu'on avait créé l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Mais je crois que c'est un des très très gros progrès. Et je voudrais te demander ce que tu penses effectivement des stimulations, puisqu'on peut prendre les différentes innovations qu'il peut y avoir. On a vu que les cellules olfactives, il suffit de prendre 3 cellules dans le nez, et puis vous avez sur TF1 à 20h quelqu'un qui remarche. Je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Il y a d'autres stimulations, il y a d'autres problèmes avec la chimie, où on a vu qu'il fallait arrêter les nécroses immédiates, enfin secondaires plutôt, avec un certain nombre de substances. On a injecté des corticoïdes sur le trottoir lorsque la tétraplégie venait juste d'arriver, on a vu les échecs. Il y a également une troisième voie qui est la stimulation sous la lésion. Et je voudrais savoir ce que tu en penses dans le domaine clinique. Je vois qu'à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, on travaille beaucoup sur le zébrafiche. Le zébrafiche, c'est un petit poisson fantastique qui est transparent. Donc on voit son cerveau, on voit sa moelle épinière sous un microscope un peu, enfin je raconte à la François, c'est un peu ça. Et on provoque une lésion médulaire, et comme c'est transparent, on stimule, il ne peut plus bouger, il ne se noie pas puisque c'est un poisson, mais il ne peut plus bouger. Et donc, on stimule le neurone qui est situé sous la lésion, car il n'y en a pas deux, il y a un neurone qui est situé sous la lésion, de façon optique, et on voit le neurone, et on voit le poisson qui se remet à frétiller, etc. Et on arrive à programmer un logiciel qui le fait tourner à gauche, tourner à droite, etc. Et on suit sur l'iPad les mouvements que l'on implique à ça. Et donc, on peut imaginer, s'il faut rêver, qu'on peut avoir un logiciel qui recrée le schéma de la marche et qui permette de stimuler au niveau, alors pas de façon optique puisqu'on n'est pas transparent, mais d'une façon ou d'une autre, et en particulier électrique, voire par ultrason, les lésions sous-jacentes. Je voulais savoir ce que tu en penses et quels sont les domaines, dans le domaine clinique, s'il y a des recherches dans ce sens-là. Alors, ce que tu viens de dire, j'ai dit peut-être abusivement, c'est de la science-fiction. Ça marche en expérimentation animale et chez un organisme vivant d'une extrême simplicité. Notre problème, c'est que nous, on est d'une extrême complexité et que la marche n'est efficace que quand le cerveau reçoit une information sensitive. D'abord, par exemple, très simplement sur la position de ses segments de membres dans l'espace, et puis en connaissant l'environnement. Or, ça laisse de côté, d'une certaine façon, l'information sensitive. Donc, il faudrait concevoir des systèmes qui stimulent, mais avec un retour, en fonction du résultat de cette stimulation. Si la stimulation donne un mouvement adapté, il y a un retour qui dit au cerveau, c'est adapté, ça va, on ne change rien. Si ça n'est pas adapté, il faut un système de retour qui dit au cerveau, attention, le logiciel est bien programmé, mais il faut aller sur l'application A ou B parce que la marche est trop rapide ou trop lente, ou elle se fait là en terrain accidenté, ou en terrain mou, en terrain dur, etc. Et c'est ça la complexité du système. Mais on peut aller même plus loin, on peut imaginer plus loin, c'est-à-dire qu'on peut demander au patient de penser à avancer son pied gauche, c'est-à-dire qu'il va transmettre, c'est l'intervalle finalement, cerveau-machine, moelle, qui va transmettre l'ordre cérébral à la puce électronique, qui va transmettre l'information en sous-lésionnelle à une autre puce électronique et qui va, elle, déterminer la marche. En fait, c'est ça. Mais un jour, je pense qu'on y arrivera, parce que les technologies, les nanotechnologies font tellement de progrès. Il y a des progrès exponentiels aujourd'hui. On est obligé de le reconnaître. Ça nous dépasse même. Moi, je veux dire, suivre tout ça, c'est d'une extrême complexité. Mais je disais tout à l'heure, on peut rêver, mais je crois qu'on peut rêver avec raison. Avec raison. Mais, encore une fois, c'est faire appel à la fois, c'est ce qu'on appelle la bionique, hein, c'est-à-dire qu'il y a de la biologie et puis il y a de l'informatique derrière, des mathématiques, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler tout seul, c'est impossible. D'ailleurs à Clermont-Ferrand, je travaille maintenant avec l'UFR de médecine, l'UFR de physique corpusculaire, etc. Oui, Georges. C'est tout à fait, je
précisions que vous nous avez données sur les processus physiopathologiques qui sont extrêmement intéressants et souvent pas très bien connus, mais qui étaient très bien exposés dans votre propos. J'en arrive simplement à la fin. Vous avez parlé des exosquelettes. Pour m'y être un peu intéressé, j'ai d'abord été passionné l'année dernière par une communication qui a été faite à l'Académie de médecine et qui donnait beaucoup de détails là-dessus. Mais j'ai l'impression que de ce côté-là, bien qu'il s'agisse d'une possibilité de traitement, certes palliatif, d'avenir, on se heurte à des problèmes d'ordre financier phénoménaux. Parce que j'ai été en contact avec l'US Armée, où ils ont un programme qui a été confié à Martin Marietta pour fabriquer un exosquelette. Mais malgré que ça se fasse dans le cadre américain et dans le cadre de l'US Armée, ben finalement le programme s'est arrêté. En France, la Direction générale pour l'armement a fait le même genre de traitement, de projet. Il s'appelait Héraclès, c'est tout dire. Mais je crois qu'il n'est pas allé très loin, si vous voulez. Je crois que cet élément financier, comme pour beaucoup d'ailleurs des techniques qui sont appliquées à ce genre de pathologie, on va se heurter à des problèmes de prix de revient considérables. Qu'en pensez-vous ? Oui, il y a le prix de revient, et puis surtout, aussi et surtout, il y a l'apprentissage. Les gens qui ont réussi à marcher avec un exosquelette, ils ont eu des mois et des mois d'apprentissage auparavant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'information sensitive. On ne peut shooter dans un ballon que quand on a une proprioception, quand on a une information du cerveau sur la tâche qu'il faut accomplir, et cette tâche est accomplie correctement parce qu'il y a une proprioception en permanence. C'est ça le problème. Et dans l'exosquelette, il n'y a pas de proprioception. Alors on imagine des fausses peaux qui renseignent sur l'environnement et qui adaptent le mouvement de l'exosquelette. Mais c'est d'une extrême complexité, ça coûte très cher. Et puis encore une fois, il y a l'apprentissage en amont qui est d'une extrême difficulté. Et j'allais dire que le paraplégique ou le tétraplégique qui a déjà des problèmes financiers, des problèmes sociaux, des problèmes familiaux, des problèmes professionnels énormes, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à investir en plus dans cet apprentissage. Monsieur Philippon. Je remercie Jean Chazal de sa remarquable présentation de toutes les conséquences physiopathologiques des traumatismes médulaires. Mais il faut être lucide, comme l'a dit Gérard Saillant, dans les 25 dernières années, je n'ai vu aucun progrès dans le traitement des traumatismes médulaires. Ne pensez-vous pas que finalement, quel double écueil ? Il est double. C'est que les axones médulaires, à la différence des axones des nerfs périphériques, ne repoussent pas facilement, donc ils sont bloqués au niveau de la lésion. Et deuxièmement, c'est qu'au niveau de la lésion, il y a aussi la cicatrice gliale dont on parle tant et pour laquelle on n'a pas trouvé pour le moment de moyen de la vaincre. Est-ce que vous ne pensez pas que l'avenir, finalement, serait des thérapeutiques, non pas du tout chirurgicales, mais enzymatiques, qui permettraient à la fois entraîner la repousse axonale et deuxièmement de passer la cicatrice gliale. Et si vous permettez une remarque à la question de Gérard Saillant, il y a eu une ou deux expériences de stimulation sous-lésionnelle dans la moelle épinière chez l'homme, très récentes, qui ont été publiées en neurosurgerie de cet été, où ils ont obtenu des mouvements par stimulation épidurale relativement utiles. Bon, c'est une petite expérience, mais enfin, ça peut marcher. On est en train de le faire chez le primate et effectivement, ça semble peut-être intéressant. Ça marche, mais encore une fois, j'ai dit l'enjeu et le rêve, c'est de faire marcher les paraplégiques. Parce que ce que je voudrais dire en préambule à ma réponse, c'est que pour le moment, on n'a incité à aucun progrès. Tout ce qui a été médiatisé, c'est une sorte de supercherie. Les cellules engainantes olfactives, quand on implante, comme tu l'as dit, 2 ou 3 cellules, là, et puis le type remarche, c'est une supercherie. On est bien d'accord. Alors après, je l'ai dit, l'axone, c'est la partie la plus résistante. Elle persiste. Il est étiré, mais il est encore là. Et il faut peu d'axone, d'une certaine façon, pour retrouver une mobilité. Le problème, c'est effectivement de protéger, c'est la gaine du câble électrique qui a disparu. La myélinisation, et puis tout ce qu'il y a autour. Cette fameuse microglie qui est un poison. Autant il nous protège contre les agressions virales, les agressions infectieuses, bactériennes, etc., ou même auto-immunes,
autant en cas de traumatisme, elles se mettent à proliférer et elles deviennent toxiques. C'est l'hypertoxicité de ces cellules gliales, de cette neuroglie qui devient incontrôlable. C'est à la fois un agent protecteur formidable, mais alors un poison terrible. Et là, c'est ce que j'ai dit, c'est l'approche moléculaire. Hein, il faut trouver alors la molécule de synthèse qui a été trouvée à Clermont-Ferrand, hein, c'est issu d'un peptide embryonnaire. Quand ce peptide embryonnaire ne fonctionne pas, on fait des hydrocéphalies par sténose de l'aqueduc. Parce qu'autour de l'aqueduc de Sylvius, les neurones s'organisent n'importe comment, ainsi que les astrocytes et les glomérulocytes, et ça bouche l'aqueduc. Et si ce peptide est efficace, il y a un tissu nerveux bien ordonné et l'aqueduc a la place pour passer. Et bien, j'allais dire que c'est la même chose dans la moelle. Les axones pourront passer si la microglie s'arrête de fonctionner. La scopendine agit sur la microglie. Ça s'appelle la scopendine. Hein. J'ai trahi un secret parce que c'est encore plus... Une dernière question, François Dubois. Un commentaire? À propos du retour de force dans les exosquelettes, dans notre domaine pour les robots en celluliochirurgie, ça fait 30 ans que la firme Da Vinci nous promet chaque année qu'on va avoir justement ce retour de force qui est assez gênant de ne pas l'avoir. Mais je ne sais pas si les firmes qui travaillent sur les exosquelettes sont les mêmes ou n'auraient pas intérêt à se mettre en rapport pour avoir une recherche commune avec... parce que c'est fondamental et pour les exosquelettes et pour les robots également. Alors, on parle souvent de ça. Il faut décloisonner privé et public. Il y a des entreprises qui travaillent beaucoup sur la robotique, sur les nanotechnologies. À Clermont-Ferrand, on a Michelin. Ils sont parmi les premiers au monde. J'ai visité leurs usines et leurs recherches. Ils font des trucs extraordinaires, simplement pour les retours d'informations sur la déformation des pneus dans les courbes, etc. Vous savez qu'un pneu, il y a 27 composants différents. Un pneu Michelin qui est vendu dans le... Bon, ils ont des capteurs avec des retours, et on pourrait imaginer la même chose pour nos robots à nous. Hein. Mais pour le moment, on ne sait pas parler. Et je crois qu'il est temps maintenant de collaborer avec l'industrie privée, les chercheurs du privé. Autrement dit, il n'y a plus de recherche privée-publique. Et comme disait je ne sais plus qui, de droite ou de gauche, c'est la même recherche. Et il faut qu'on collabore. Et là, il y a matière à prouver, je crois. Très bien. Je voudrais juste remercier tous les orateurs. Comme vous avez vu, dans l'innovation de la chirurgie du rachis, on a parlé un peu de technique chirurgicale, mais pas tellement de technique chirurgicale. Et je crois que cette approche multidisciplinaire est essentielle. Et je dirais que les innovations qu'on a eues actuellement, et qu'on a depuis les 10 dernières années, c'est de mieux savoir ce que l'on fait. Quand j'ai commencé à mettre des vis dans les pédicules, heureusement, il n'y avait pas de scanner, avec face et profil, donc on était très très bon. Et puis quand le scanner est arrivé, on était un peu moins bon. Quand on touche les lésions médulaires, etc., la neurophysiologie nous montre également. Pour les biomatériaux, c'est pareil. Je crois que le fait de mieux connaître nous permet d'être plus efficaces et d'avoir des techniques chirurgicales ou neuroradiologiques, comme on l'a vu tout à l'heure, beaucoup plus précises, et puis d'être surtout moins dangereux. Et pour moi, la chirurgie du rachis, si on recommençait demain matin, je crois qu'il y a deux problèmes. C'est un problème d'organisation, et je pense qu'il faut se battre pour que la chirurgie du rachis, ou tout au moins le traitement du rachis, le traitement chirurgical du rachis, soit dans des centres très spécialisés et très équipés, car vous avez vu le coût que ça peut représenter. Et si on veut tout mettre ensemble, c'est extrêmement cher, il faut mettre tous les différents spécialistes autour de ce même plateau technique. Et puis le deuxième aspect, c'est un aspect qu'on connaît bien tous malheureusement tous les jours, c'est cet aspect médico-légal, où si on n'a pas cette sécurité dans une chirurgie qui reste quand même très très à risque, eh bien on risque d'en payer les conséquences, le patient et son chirurgien, ou tout au moins son thérapeute en même temps. Donc là, je voudrais vous remercier d'avoir proposé ce sujet et remercier tout le monde d'avoir participé. J'aimerais vous remercier de nous avoir fait passer une après-midi passionnante. Tous les orateurs ont été formidables et merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps.